avant ça, votre livre. Je voulais dire un mot sur la question de la fraude, de l'abus de droit, de l'optimisation fiscale versus fraude. La fraude, c'est le fait de faire des choses illégales. L'optimisation fiscale, c'est le fait d'utiliser la loi telle qu'elle est. Alors, c'est un abus, c'est un sophisme de confondre les deux. Si on considère que l'optimisation fiscale permet d'échapper à l'impôt ou ne satisfait pas ces messieurs de Bercy, ils n'ont qu'à changer les règles. Mais dans un état de droit, on se réfère à des règles. Et il faut pouvoir compter sur la règle. Autrement, on est dans un régime d'arbitraire. Et il y a très largement, malheureusement, aussi bien du côté du fisc que dans les tribunaux administratifs, à cause du flou de la loi, eh bien, on peut, de façon très arbitraire, déclarer que quelqu'un a fait un abus. Bon, alors qu'il a trop d'arbitraire aujourd'hui, c'est ce que vous. Oui, il faut que les règles soient parfaitement claires. Et si le fisc n'aime pas que les affaires aillent devant la justice, c'est que la justice, elle est obligée de juger selon des règles. Et donc le fisc et donc la justice sera bien obligée de présenter les règles. Mais oui, on est les champions du monde. Donc je ne sais pas si on peut s'en vanter comme d'avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Si on est les champions du monde, non seulement des prélèvements obligatoires, mais des dépenses publiques, c'est plutôt un motif d'inquiétude puisqu'on n'est pas non plus le pays le plus riche du monde. Et il y a d'ailleurs des taux de corrélation qui ont souvent été faits entre les pays les moins imposés, qui sont comme par hasard les plus riches, comme la Suisse, ou à certains égards les États-Unis. Mais sur la fraude. La fraude du quotidien, alors, disons. Il y a toujours eu des fraudeurs, comme il y a toujours eu des criminels et des délinquants dans toute l'histoire. Là, ça a atteint peut-être un niveau inédit, parce qu'il y a eu une rupture du contrat social. Pendant des siècles, depuis ce qu'on nous a raconté dans les... Moi, je suis spécialiste d'histoire des idées politiques, alors je connais bien cette histoire. On a raconté que la Révolution française avait mis fin à des siècles de servitude et d'anciens régimes où, effectivement, les serfs devaient faire la corvée. Bon. Et on avait mis fin à ça en changeant le nom d'impôt en contribution et en supposant que les gens étaient majeurs et vaccinés, rationnels, et comprenaient qu'il fallait faire marcher les services publics et que par conséquent il fallait payer l'argent nécessaire pour cela. Et sur cette base, il y avait un consentement à l'impôt et une régularité. Et cette idée s'est poursuivie dans tout le XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, où on enseignait ça encore dans les manuels républicains. Et aujourd'hui ? Et puis, il s'est produit que on est passé entre le début du XXe siècle et maintenant, de 10% de prélèvements obligatoires à 50%, enfin en gros, à 50%. Un quintuplement en quelques décennies, et tout particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, je pense que c'est un changement de société complet. Et il est absolument stupéfiant qu'on n'en ait pas parlé. Cette espèce de grande transformation qui s'est faite, une socialisation, nous sommes dans un régime socialiste, et toutes les idées socialistes d'ailleurs ont gagné la bataille. Enfin, ça commence à changer, mais il y a eu une très longue influence, et aussi bien parmi les gens de droite, d'ailleurs, qui se disent de droite, et les fonctionnaires, de telle sorte qu'on a trouvé normal de prélever toujours plus. Mais si on arrive, si vous voulez, il y a un rapport entre ce que on est et ce que l'on a. Si on a un cheval, on est cavalier. Si on a un bateau, on est marin. Donc s'il y a un rapport entre ce qu'on a et ce qu'on est, et si on vous prend la moitié de ce que vous avez, on vous prend la moitié de ce que vous êtes. Et il y a une sorte de on a quelque chose en échange quand même. Des écoles, alors non, parce que une armée, une police, des services publics. Les impôts servent à payer à l'État les services que l'État vous rend. Alors, il y a l'ordre public, l'État régalien, et puis il y a les services publics, les routes, les ponts, les infrastructures. Les hôpitaux. Alors, à ce moment-là, l'impôt est juste, parce que je paye pour quelque chose que j'ai en échange. Mais les doctrines socialistes, au sens large du terme, y compris le solidarisme... Redistribution des richesses, en fait. Voilà, on changeait complètement la chose en disant que l'impôt ne servait pas à payer à l'État des services qu'il vous rend, mais il servait à appauvrir les riches. Pour donner l'argent aux pauvres. Enfin, la redistribution. Ça s'appelle Et du coup, attendez, je termine le raisonnement. Allez-y. Et du coup, il ne peut plus y avoir consentement à l'impôt, puisque la doctrine est ouvertement qu'on veut spolier certains. Donc les gens que l'on veut spolier, et par un impôt sans contrepartie, ce n'est pas le paiement d'un service qu'ils vont avoir. Et comment voulez-vous qu'ils y consentent ?
sinon par un extraordinaire masochisme. Et donc il résiste, et encore une fois, je suis hostile à toute espèce de fraude illégale, mais j'observe qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté la France pour cette raison. Alors, expliquer n'est pas excuser. La fraude, quel que soit le niveau de prélèvement obligatoire, c'est quelque chose d'illégal, ça atteint au pacte social. Vous voulez dire que parce que c'est légal, c'est légitime ? Pardon ? Vous voulez dire que parce que c'est légal, c'est légitime ? Non, je pense... À ce moment-là, vous condamnez toute espèce de résistance sociale à l'oppression. Je condamne la résistance par la grève du paiement de l'impôt sans aucun doute. Est-ce que le meilleur moyen de lutter contre la fraude, plutôt que les écoutes téléphoniques ou qui concernent, soyons honnêtes, les grands fraudeurs les plus organisés, mais ça serait de baisser... Ça peut concerner n'importe qui avec les moyens incroyables que procure l'informatique. Donc, c'est un autre débat, mais on est dans une société complètement transparente et où les grandes puissances, à savoir les GAFA, qui sont des puissances privées mais liées à l'État américain, ou alors l'État français, ou les États, peuvent contrôler absolument toute la vie des citoyens. Et par conséquent, ça remet en cause, par la terreur que ça procure, ça remet en cause... c'est pour ça que je parlais de changement de société, parce que en fait, l'Europe occidentale et l'Amérique ont fait une extraordinaire explosion de civilisation dans les 2 derniers siècles, ce qu'on appelle la modernité, le monde industriel et post-industriel, parce qu'elles étaient très pluraliste et avec beaucoup de liberté, avec des gens qui gagnaient de l'argent, qui du coup pouvaient investir, créer des entreprises, et ceci a fait la société que nous avons aujourd'hui. Mais comme en très peu de temps, on est passé à 50% de prélèvement obligatoire, en diminuant de moitié la liberté des gens et en empêchant que naissent de nouvelles fortunes, parce que précisément elles sont maintenant sous la visée de tous les contrôles, j'ai peur que dans l'avenir, ceux-ci disparaissent, qu'on ait nécrosé la société, si vous voulez, par l'impôt. Vous voulez dire que l'absence de consentement fiscal fasse que la cohésion nationale s'affaisse ? Non, c'est 2 questions différentes. Le taux des prélèvements obligatoires, qui d'ailleurs implique en lui-même l'Inquisition. C'était d'ailleurs des débats qui avaient déjà lieu au XVIIIe siècle. Si vous voulez imposer toutes les personnes, vous devez connaître leurs revenus. Mais si vous devez les connaître, vous devez connaître tout, surveiller leur coup de téléphone, les fadettes, etc. Jusqu'à présent, c'était pas forcément le cas. On connaissait leurs revenus pour les imposer, mais ça n'allait pas jusqu'à connaître leur vie privée. Ce que je veux dire, c'est que vous avez, en enlevant aux gens la moitié de ce qu'ils créent, vous les empêchez de développer leur personnalité. C'est une véritable rupture avec l'humanisme qui a existé pendant des siècles en Europe. Et l'impôt actuel est en train de détruire l'homme, la personne humaine elle-même, en tant que libre. Car la personne humaine, c'est pas seulement un corps, c'est ce qu'on fait avec son corps. Et c'est pas seulement un esprit, mais c'est ce qu'on fait avec son esprit, c'est-à-dire les œuvres que l'on crée, les entreprises que l'on crée, les collaborations que l'on établit librement avec des gens. Et si l'État en prend la moitié et se charge de faire l'éducation, la santé, les logements, les transports, tout ce que vous voulez, eh bien, il ne reste plus que des personnages. Moi, je ne le prends pas avec beaucoup d'humour, parce que peut-être que j'ai pas beaucoup le sens de l'humour. Mais votre cas il est peut-être unique dans sa longévité. Il est rare. Et il est rare, mais en fait, il est très fréquent, et il y a beaucoup de patrons d'entreprises, de petites entreprises, moyennes entreprises, qui sont absolument découragés. La lenteur du procès, je crois que c'est pour une part délibérée. C'est-à-dire, on espère que vous mouriez avant, en quelque sorte. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui sont morts, réellement, attrapant des maladies affreuses, en partie à cause de cet enfer qu'ils vivaient, alors qu'ils étaient parfaitement innocents, si vous voulez. Donc le retard, le fait qu'on mette 15 ans à régler un dossier en perdant le dossier, en plus, c'est des histoires de pays totalitaires, de perdre le dossier. On déclare qu'on a perdu le dossier, il l'a peut-être pas perdu, mais ça les a arrangés. On l'a retrouvé, hein. Ah bon, on l'a retrouvé, voilà. Mais c'est de nature à décourager les gens qui entreprennent. Voilà. Bon. Et voilà. Alors attendez, je vous interromps un instant, Noé. Est-ce que ça serait envisageable en France, la dénonciation façon grecque ou la prime à celui qui dénonce? Bien sûr. Mais on peut en Angleterre, il y a 32% de prélèvements obligatoires, donc ça doit rappelle le débat précédent. Donc il est plus justifié dans une économie qui prélève moins d'être plus dur dans les méthodes pour lutter contre son voisin. Il faut être scandalisé par ce qu'il a fait.
Et donc si les impôts sont justes, et un taux juste, et que vous payez vos impôts, vous n'êtes pas content que votre voisin ne les paye pas. Mais s'il y a une telle pression fiscale qui nous conduit en tête de tous les pays du monde, hein, eh bien, on n'a pas le même raisonnement. Non, je voulais prolonger sur ce que je disais à l'instant, sur la notion de name and shame. Si on fait cette pratique, ça veut dire que réellement, les gens qu'on va dénoncer ont fait des choses honteuses et qu'il y aura un consensus pour dire que c'est une honte. Mais si on fait name and shame et qu'on voit apparaître Johnny Hallyday et le grand acteur dont le nom échappe, mais qui est allé en Russie, Gérard Depardieu, etc., et tous les grands capitaines d'industrie, il est à craindre que la honte se retourne contre ceux qui ont fait cette procédure. Il faudrait que eux-mêmes soient au-dessus de tout soupçon, si vous voulez. Et à partir du moment où vous avez une moitié de la France qui vit aux dépens de l'autre moitié, c'est un jeu dangereux. Oui. Donc on ne peut revenir à un lien social sain que si on ramène l'impôt à sa vraie fonction, qui est de payer les services publics, et qu'on cesse cette espèce de lutte de classe ouverte de certains contre ceux qu'on qualifie de riches. L'inverse de la lutte de classe, c'est la solidarité. C'est carrément l'inverse, c'est le contraire. C'est vous qui le dites, mais les gens qui sont spoliés ne considèrent pas que ce qui leur arrive est sympathique. Oui, spoliation. Oui, je sais ce que ça veut dire. Quand vous payez... Et la Kribi Romdan. Non, mais payer des impôts, c'est pas être spolié, c'est un peu extrême. S'ils sont justes. Radical. Moi, je parle de spoliation.